Dans ce sondage, on est en train d'explorer les niveaux les plus anciens de l'occupation du site du Kellar et on est sur des niveaux qui remontent au tout début du 6e siècle avant notre ère, voire la fin du 7e, autour de 600, c'est-à-dire le moment où Marseille est fondée par les Phocéens à l'est du delta du Rhône. Et ici au Kellar, donc, on a les traces de cette occupation avec beaucoup de mobilier local, mais aussi ces importations méditerranéennes, ici étrusques. Et c'est justement ce bord d'amphore étrusque qui permet de dire qu'on est sur cette phase fin 7e, début 6e. Et c'est les mêmes bords d'amphore qu'il y a à Marseille, puisque le premier vin que les Marseillais et les Gaulois ont bu, c'est du vin étrusque. Le sondage nous a permis d'avoir les assises de fondation du rempart qu'on a au Kellar, qui est construit vers 550, au milieu du 6e siècle avant notre ère. Et on le sait parce qu'il repose sur un niveau d'occupation avec beaucoup d'importations méditerranéennes qui montrent que les échanges étaient déjà très intenses. Il faut imaginer vraiment une muraille de plusieurs mètres de haut, 4-5 mètres de hauteur d'une muraille en pierre qui protégeait le comptoir où arrivaient toutes ces marchandises méditerranéennes. La ville gauloise du Kellar est contemporaine de la fondation de la colonie grecque de Marseille, au début du VIe siècle avant notre ère. C'est peu après cette époque qu'apparaît dans les sources grecques le terme de celte, keltoi. Pour les Grecs, le terme celte désigne les populations de l'Europe occidentale, encore mal connues au VIe et Ve siècle avant notre ère. Plusieurs siècles d'échanges économiques et d'interactions culturelles vont peu à peu rendre ces peuples plus familiers aux auteurs grecs et romains. Pour nommer ces populations, les auteurs de langue latine vont, eux, utiliser le terme de Galli, gaulois. Les deux termes, Galli ou keltoi, sont équivalents et témoignent du bilinguisme qui caractérise l'Antiquité. De la même façon, les mots grec et hellène sont tous les deux utilisés, le premier étant le terme latin et le second le nom que les Grecs se donnaient à eux-mêmes dans leur propre langue. César, dans ses commentaires, indique que vivaient dans le centre de la France actuelle des populations qui se nomment celtes dans leur langue, tandis qu'on les appelle gaulois en latin. La question de l'identification des Celtes et des Gaulois a pourtant fait couler beaucoup d'encre et elle illustre la difficulté de faire dialoguer les sources littéraires et les données archéologiques. Elle interroge aussi sur la notion d'identité. À partir des seules données matérielles recueillies par les archéologues, que peut-on percevoir de l'identité des populations ? L'identité, c'est quelque chose qu'on affiche, c'est quelque chose qu'on montre et c'est quelque chose qu'on revendique. Du Finistère français à la République tchèque, on retrouve des bracelets en verre qui sont identiques, qui sont les mêmes, et qui montrent que derrière ces objets, on a des populations qui vont partager une façon de se représenter, de se vêtir, et donc une identité de présentation commune. Le bracelet en verre, c'est un objet qui a été identifié par les archéologues comme un marqueur de la société celtique, c'est-à-dire que c'est vraiment un objet qui est typiquement celtique. Si vous trouvez un bracelet en verre, vous êtes sûr à 90% que c'est un objet qui a été porté par un Gaulois. À travers la parure en verre, les archéologues peuvent approcher plusieurs éléments liés à l'identité des Celtes. Alors que certains décors sont extrêmement diffusés dans le monde celtique, certains décors apparaissent plutôt comme des tartans, liés à des espaces et qui vont peut-être plutôt être associés à des groupes ethniques ou familiaux. L'artisanat du verre dans le monde celtique, c'est un artisanat qui est organisé uniquement pour la production de perles et de parures. On a des objets qui vont être des objets de grande valeur et qui vont être produits uniquement dans un objectif de distinction sociale des individus. Derrière le bracelet en verre, on a donc d'abord des individus d'un certain rang qui vont pouvoir acquérir ces objets. Longtemps considérée par les archéologues comme un attribut principalement féminin, la parure en verre apparaît désormais à la lumière des recherches récentes comme un marqueur de richesse, aussi bien féminin que masculin. Ainsi, sur une statue découverte à Entremont, un guerrier gaulois est représenté avec un brassard présentant un motif particulier, exclusivement retrouvé sur les bracelets en verre.
Au moment où ces bracelets en verre sont fabriqués, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, apparaissent un peu partout en Europe des sanctuaires à caractère guerrier, au sein desquels sont exposées des armes et des têtes coupées. Ces sanctuaires, présentant des trophées d'armes, vont perdurer et évoluer jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Sur le site du Kellar, les vestiges d'armes en fer associés à de nombreux fragments de crâne témoignent d'une pratique gauloise rapportée par les textes antiques, celle de l'exposition des têtes coupées de guerriers vaincus. Donc là, je suis en train de dégager un fragment de voûte crânienne. On voit une partie de l'éminence cruciforme. Ici, ce serait plutôt la partie supérieure de l'occipital. Donc là, c'est le frontal, ça correspond aux orbites. Donc là, on aurait les os nasaux, le haut du nez. Les premiers résultats de la paléogénétique, étude de l'ADN ancien, et d'autres analyses comme celle des isotopes, indiquent que ces têtes appartenaient à des guerriers locaux originaires d'une région n'excédant pas 50 km au-delà du littoral. Ces têtes coupées témoignent donc probablement de conflits territoriaux qui ont vu s'affronter des populations voisines. À l'issue du combat, ils suspendent au cou de leurs chevaux les têtes de leurs ennemis et les ramènent chez eux pour les clouer à l'entrée de leur habitat. Les armes, consacrées aux divinités, font l'objet de manipulations à caractère rituel qui empêchent leur utilisation. Les épées et les fourreaux sont tordus, découpés, ployés. On observe les mêmes pratiques sur le site du Kellar, en Languedoc, à Gournay-sur-Aronde, en Picardie, ou encore à Mirebeau-sur-Bèze, en Côte d'Or. L'émergence de ces pratiques, sur une aire géographique aussi vaste, pourrait être interprétée comme la manifestation d'une identité celtique commune que les populations ressentent le besoin d'exprimer plus fortement au moment où les interactions et parfois les confrontations avec le monde romain se multiplient. C'est peut-être aussi ce que montre l'apparition du gallo-grec, quand les Gaulois adaptent l'alphabet grec pour écrire dans leur langue, leur nom et celui de leur divinité. Les peuples s'affirment, ils sont Volques, Arvernes, Éduins, sans que cela remette en cause leur identité de Gaulois. L'identité est toujours plurielle, et régulièrement, elle se recompose. Cette affirmation passe par la création de véritables villes aux enceintes fortifiées ostentatoires, comme à Bibracte, la capitale des Éduins. Le Murus Gallicus de Bibracte, donc c'est un rempart un peu spécial que César a vu quand il a fait la conquête de la Gaule. Il le décrit d'ailleurs, ce rempart, dans son livre La guerre des Gaules. Donc c'est un rempart qui est construit avec une armature en bois, de la terre et une façade en pierre. Pour Bibracte, il y a plus de 12 km de fortification sur ce site. Et nous avons découvert aussi que ce Murus Gallicus est inséré dans un énorme système de fortification qui est composé de différentes terrasses qui mesurent plusieurs dizaines de mètres de longueur, donc qui en font un dispositif défensif de tout premier plan. Au cœur de la ville, un vaste bâtiment semble avoir été édifié pour accueillir les assemblées du peuple éduin. On est quasiment sur le sommet du Mont Beuvray, à Bibracte, et on a fait une énorme fouille d'environ 4000 m², et on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas de structures creusées dans le rocher, qui correspondaient à des états en terre et en bois, qui délimitaient un très très grand bâtiment, dont on connaît très très peu de parallèles. Alors cette grande construction, elle prend la forme d'un immense préau, un préau d'environ 40 mètres de côté, avec une cour interne ouverte, et qui est implanté sur une terrasse artificielle. Cette construction
Elle est supportée par des grands poteaux dans les 3 premiers états, des grands poteaux en bois qui supportent a priori un toit à 2 pans. À l'intérieur, on a une grande cour plate avec des petits cailloutis qui montrent qu'il y a une grande circulation. On est face à certainement l'une des constructions publiques les plus importantes de la ville de Bibracte. Les Éduins, comme les Volsques dans le sud, sont alors les alliés des Romains. Les échanges économiques sont intenses, comme en témoignent les céramiques, notamment les amphores italiques. Une étape extrêmement intéressante de l'évolution finalement des Gaules, c'est le moment où les Gaulois vont adapter les modes de construction méditerranéens à leurs besoins. On est ici devant l'un des premiers aménagements en maçonnerie connus dans les Gaules. L'objectif ici, c'est de soutenir la terrasse de l'espace central par un mur de soutènement qui est extrêmement fort puisqu'il devait faire environ 1,50 m de largeur sur environ 3 mètres de haut. Et on voit que ce mur est scandé par une série de pilastres, des pilastres engagés qui servent de contrefort mais surtout qui ont un objectif esthétique. Donc l'intérêt de ces éléments-là qui se mettent en place vers les années 10 avant notre ère, c'est de montrer que les Gaulois, les Éduins à Bibracte avaient aussi l'envie de mettre en œuvre les modes de construction méditerranéens, ce qui prouve finalement leur acculturation assez rapide, leur volonté finalement de passer pour des vrais Romains. Donc on voit ici la réalité, on peut mettre la main sur ce phénomène de romanisation. Progressivement, les Gaulois intègrent à leur vie quotidienne de plus en plus d'éléments emblématiques du monde romain. Les maisons des élites se romanisent, comme en témoignent les décors peints et les mosaïques retrouvés sur de nombreux sites. C'est la naissance de l'Empire romain dans lequel les peuples gaulois vont s'intégrer. Les territoires deviennent des civitas qui se dotent d'un forum, comme à Ambrussum, dans le Gard. Là, en fait, on est vraiment au cœur de l'agglomération gallo-romaine. On a un forum, ce qu'on appelle un forum tripartite, c'est-à-dire basilique, centre administratif, place publique, piétonne, et l'aire sacrée, l'area sacra, qui était consacrée au culte, soit à une divinité, soit au culte à l'empereur. Mais dans son ensemble, le forum, c'était le lieu qui rassemblait les fonctions politiques, cultuelles et commerciales de l'agglomération. Mais il faut imaginer tout autour d'autres bâtiments publics, des lieux de commerce, des bâtiments cultuels. C'est vraiment le poumon économique et social de l'agglomération gallo-romaine. Les dynamiques économiques et territoriales changent. Rome étend peu à peu son emprise. Au sud comme au nord, ce sont les réformes d'Auguste, le premier empereur romain, qui vont entraîner la transformation des Gaules. En -22, la province de Transalpine devient la Narbonnaise, tandis que sont créées les provinces d'Aquitaine, de Lyonnaise et de Belgique. Cette période marque la fin de l'âge du fer et le début de la Gaule romaine, au sein de laquelle vont se développer de nouvelles expressions identitaires, s'ajoutant à celles élaborées précédemment.